Bonjour Juliette. Bonjour Mohamed. Alors aujourd'hui, pour ce premier numéro de notre chronique Par ici la vraie vie, nous avons choisi 2 romans qui nous ont frappés. Pour ma part, il s'agit de La moustache d'Emmanuel Carrère, publié en 1986 dans les éditions POL. Et de mon côté, c'est un court roman de Sylvie Germain, Hors champ, publié chez Albin Michel en 2009. Les 2 romans, à vrai dire, mettent presque mal à l'aise. Très différents, mais portant tous les 2 sur la perte d'identité et le rapport aux autres et au monde. Tout à fait. Alors, pour le roman de Sylvie Germain, c'est le récit d'un personnage, Aurélien, qui va littéralement sortir du cadre, passer hors champ. C'est un récit relativement court, organisé en 7 chapitres, 7 jours, en partant d'un dimanche, un petit peu comme une décréation, pour reprendre un terme de l'auteur. C'est donc le journal d'une dissolution, d'une néamorphose, dira le personnage. Notre Aurélien va petit à petit perdre consistance, s'effacer du monde, devenir imperceptible et échapper aux autres, jusqu'à s'envoler, disparaître complètement. Alors, pour ce qui est de La moustache d'Emmanuel Carrère, le roman s'ouvre sur une phrase qui le représente parfaitement. C'est le mari d'Agnès qui lui dit « Que dirais-tu si je me rasais la moustache ?» Comme si tout le roman reposait sur la réaction d'Agnès, la femme du personnage. Cette réaction, une fois la moustache rasée, se fait attendre, mais ne vient pas, faisant entrer le personnage dans un délire sans cesse exacerbé, jusqu'au geste final. Qu'est-ce que c'est que ce geste ? On ne le dira pas, il faut aller lire le roman. Un roman qui est disposé en chapitres non numérotés, séparés par un blanc, mais en regardant de plus près, l'on s'aperçoit que d'un chapitre à l'autre, le personnage s'endort. Seul le sommet vient interrompre l'obsession du personnage, convaincu d'avoir rasé sa moustache, un geste que les autres refusent, selon lui, de reconnaître. Donc l'absence de réaction des autres devient aux yeux du personnage le signe d'un énorme complot. Le lecteur non plus ne connaît pas de répit, car le doute qui s'empare du personnage trouve aussi une place dans son esprit à lui. Voyons comment nos personnages se perdent, s'égarent, s'effacent. Pour Aurélien, tout commence comme un simple blues du dimanche. Un dimanche dans lequel d'ailleurs il rentre en retard, dit-il, parce qu'il a passé une très mauvaise nuit. Les voisins ont pendu la crémaillère, une crémaillère du vide, disent-ils. Et s'introduit tout de suite le thème du vide qui est absolument envahissant dans le roman. C'est d'abord le monde matériel qui semble abandonner Aurélien. Il perd les données de son ordinateur, les machines ne fonctionnent plus. C'est ensuite le vide de son passé, de sa famille. Ce dimanche un petit peu brumeux l'incite à se replonger dans l'histoire de sa famille, dans son père inexistant, sa mère au nom polonais dont elle s'est délestée car imprononçable, à son propre prénom Aurélien qui n'est que le saint du calendrier du jour de sa naissance, à son grand-père disparu en 40. Les vivants même autour de lui semblent presque absents, à l'image de son frère Joël, infirme et muré dans son monde, et muet. Aurélien en vient ensuite à méditer sur sa propre vie, de vocation abandonnée en vocation abandonnée. Il a désormais un emploi de bureau alimentaire, sans passion. Là encore, vide complet de sa vie, jusqu'à la femme aimée, temporairement en voyage, absente et qui ne répond plus au téléphone. Et ce vide, très vite, ça va être son propre effacement. L'effacement qui est d'abord rendu sensible au lecteur par une réplique d'un de ses collègues. « Tu sembles tout chiffonné, comme si tu étais flou ». Donc en effet, notre personnage va se flouter, va s'estomper, disparaître jusque sur les portraits, les photos affichées chez sa mère, va petit à petit devenir inaudible, invisible à ses collègues qui proposent des pauses café sans l'attendre, qui ne lui répondent pas, qui ne le regardent pas, ne le voient plus, littéralement.
Alors, pour ce qui est du personnage de la moustache, la disparition de cet élément de son visage fait que son existence s'arrête. Déjà que son identité est méconnue, sa personne, son être semble tout à coup réduit à cette histoire de moustache. À vrai dire, l'absence de réaction de sa femme le conduit d'une certaine manière à douter d'elle, à douter de sa fidélité. Ensuite, quand ils seront au travail, la non-réaction de ses collègues proches, même avant l'absence de réaction de leurs amis, des amis du couple proches, font que le personnage commence à penser sérieusement à un complot qui s'organise, qui s'orchestre autour de lui. Mais au début du texte, on perçoit déjà des signes annonciateurs du drame à venir. Le geste qui consiste à se mettre devant le miroir pour se raser la barbe, d'abord, était présenté comme suit. Un exercice zen, l'unique plage de méditation vouée à la connaissance de soi et du monde spirituel que lui laissaient ces vaines mais absorbantes activités de jeune cadre dynamique. Là, on voit que cet exercice a été troublé parce que avant il se rasait la barbe, maintenant il est allé jusqu'à se raser la moustache. Et cette connaissance, cette plage qui lui permet de se connaître est perturbée et donc il ne sait plus qui il est. Alors, pour Aurélien, il n'y a pas de rasage de moustache, mais l'apparence physique est importante tout de même, parce que plus il s'efface, plus il se rend compte que les gens le bousculent dans la rue parce qu'ils ne le voient pas, que le bus ne s'arrête pas à l'arrêt, que ses collègues l'ignorent. Plus il essaie d'être physiquement, concrètement présent. Et donc, il est beaucoup question de miroir aussi. Il est question également de la toilette matinale, à laquelle il accorde plus d'importance que d'habitude, à son parfum, celui qu'aime tant sa compagne, qu'il essaie de faire renifler à ses collègues et qu'ils ne sentent pas. Seul lui a une conscience exacerbée de sa consistance physique, de son odeur, de ses gestes, mais ça n'est plus perceptible pour les autres. Et puis, le personnage de la moustache, à un moment, il regrette son geste de s'être rasé la moustache, puis se répète mentalement, il se dit qu'en 10 jours, le malheur serait réparé. Et ce geste de s'être rasé la moustache devient ici un malheur. Et puis, à un moment, lorsqu'il se trouve en train de nettoyer le lavabo, il se dit également, il se dit se conduire en criminel, soucieux d'éliminer toute trace de son forfait. Alors, ce geste, dès le départ, anodin, à nous, lecteurs, devient petit à petit le déclencheur d'une tragédie à venir. Et c'est de cette façon que le délire du personnage va en grossissant, en s'exacerbant. Alors c'est amusant parce que c'est l'épisode du lavabo qui me fait penser à ça, mais là ce n'est pas le personnage qui fait tout disparaître, mais ses affaires disparaissent. Alors chez sa bien-aimée par exemple, son dentifrice, sa brosse à dents ont disparu du lavabo. Les autres semblent l'effacer de leur vie, même sans le vouloir. Ses affaires ne sont plus là, comme si il n'avait jamais existé. Et seul lui demeure, mais lui seul se voit. Alors je prends juste une petite citation. « Il se lève, vient se poster à ses côtés, mais elle demeure seule dans le miroir, et lui, plus seul encore, épouvantablement, hors du miroir. » Alors, ce qui est étonnant aussi dans le roman, c'est que pour ces deux personnages, c'est vrai qu'ils ont l'impression de complètement, bon, pour le personnage de la moustache en tout cas, et pour Aurélien, l'un tend presque à s'effacer, l'autre est complètement obsédé et se réduit presque à une moustache. Au fur et à mesure que les personnages se perdent, il y a autre chose qui se développe chez eux.
Oui, tout à fait. Je crois que nos deux personnages acquièrent presque des capacités accrues. Aurélien, en tout cas, a une sensibilité exacerbée. Une petite citation là encore. Aurélien constate une nouvelle fois que plus lui-même s'estompe et échappe au sens des autres, plus sa propre sensibilité s'aiguise. Il devient extrêmement sensible aux odeurs, aux images, à l'apparence des autres, au point de dire à un moment que s'il avait l'impression que s'il léchait la peau des autres, il pourrait s'emplir de la saveur de leurs pensées, de leurs rêves. Donc il en vient à presque pouvoir accéder concrètement, matériellement, par le contact physique aux désirs les plus secrets et aux pensées des autres. Et je crois que dans la même perspective, le personnage d'Emmanuel Carrère, dans La Moustache, en fait, devient à un moment presque enquêteur, avec une capacité hors norme de combiner les éléments, de raisonner, comment dire, d'analyser les situations pour parvenir à des conclusions qui le confortent dans le doute qui le mène vers le délire, mais aussi qui l'amène à presque faire douter le lecteur. Ces raisonnements sont tellement bien fondés que le lecteur finit par douter lui-même et se mettre carrément dans la peau du personnage. Aurélien ne se transforme pas en enquêteur, mais toute sa vie devient un immense questionnement existentiel. La remise en question de son existence même, puisqu'il se dissout physiquement, c'est également la remise en question de son importance aux yeux des autres, de l'importance de sa vie. Il utilise un rapprochement avec la mythologie, avec le roi Midas qui transformait tout ce qu'il touchait en or et qui évidemment pouvait en mourir puisqu'il ne pouvait plus s'alimenter. Et il dit « Moi, tout ce que je touche vire à l'invisible, en meurt-on ». Et notre personnage est comme ingéré par les autres. Plus rien ne subsiste de lui, à part peut-être des petites parcelles de conscience qui vont être absorbées par les autres personnages. Et si on lisait chacun un extrait de ces deux romans ? Écoute volontiers. J'ai choisi un passage que j'aime beaucoup, qui montre à quel point les sens du personnage sont exacerbés. Il vient de contempler le paysage froid fait par Courbet pour cacher l'origine du monde, et il plonge dans ses souvenirs. Et voici ce qu'il écrit. « Et monte en lui l'odeur de la neige, odeur âpre, rugueuse, et pourtant délicate qui pénètre tout, tant le ciel que la terre, tant l'espace que le temps, les nuages, la lumière. Lumière aux brusques volte-face, étincelante puis ombreuse, tantôt bleutée, tantôt pailleuse ou rosâtre. Tout a le vif et la saveur du froid. Et en un éclair olfactif lui revient la senteur du froid sur la peau de sa mère, sur les joues et surtout dessous l'oreille à demi cachée par le bonnet de laine, dans le cou, à la naissance des cheveux, là où le froid s'allie à la chaleur du corps, les deux opposés s'exaltant mutuellement, en douceur. Là où s'enlacent l'oubli et la mémoire pour produire un souvenir flottant qui hante en sourdine les sens, le cœur, les rêveries, continuellement, et qui cependant manque toujours, échappe à tout rappel, s'évapore, sauf en de rares instants comme celui-ci où le souvenir fantôme surgit, sans crier gare, net et puissant, bouleversant. Il rouvre les yeux, un peu ahuri d'avoir vagabondé si loin dans son enfance et de s'en expulser brutalement. Il délaisse Internet pour revenir à ses dossiers en cours, mais son esprit reste troublé par cette glissade en luge, par les chatoiements de blancheur cendreuse, par l'exhalaison de neige, et surtout par cette si tendre bouffée de froid sur la peau. Aucun parfumeur ne parviendra à recréer cette odeur, conclut-il. Elle est composée de très grands riens, de vent, de clarté froide, d'espace, de neige, et d'un je ne sais quoi unique, inimitable, un petit pan de peau très fine, une goutte de tiédeur, la grâce de la vie. Merci Juliette pour cette lecture. Pour ma part, je vais essayer de lire un extrait
du roman où le personnage se trouve dans sa salle de bain après avoir après s'être rasé la moustache. Donc un geste qui paraît anodin aux yeux du lecteur, mais qui devient pour le personnage un geste relevant presque d'un crime. Voici ce qu'écrit Emmanuel Carrère. Il détourna les yeux du miroir. Agnès n'allait plus tarder. Soudain, il découvrit qu'il était inquiet de sa réaction, comme s'il rentrait à la maison après une nuit dehors passée à la tremper. Il gagna le salon où il avait disposé sur un fauteuil les vêtements qu'il comptait porter ce soir et les enfila avec une hâte furtive. Dans sa nervosité, il tira trop fort sur un lacet de chaussure qui cassa. Un gargouillis véhément l'avertit, tandis qu'il pestait que la baignoire avait fini de se vider. En chaussettes, il retourna à la salle de bain dont le carrelage mouillé lui fit contracter les orteils, passa le jet de la douche sur les parois de la baignoire jusqu'à ce que le reste de mousse et surtout les poils aient entièrement disparu. Il s'apprêtait à la récurer avec le produit rangé dans le placard sous le lavabo pour éviter cette peine à Agnès, mais se ravisa à l'idée qu'il se conduirait moins se faisant en mari prévenant qu'en criminel soucieux d'éliminer toute trace de son forfait. En revanche, il vida le verre à dents contenant les poils coupés dans la poubelle en fer blanc dont une pédale commandait le couvercle, puis le rinça avec soin, sans racler cependant la couche de calcaire. Il rinça aussi les ciseaux, les essuya ensuite pour qu'ils ne se rouillent pas. La puérilité de ce camouflage le fit sourire. À quoi bon nettoyer les instruments du crime quand le cadavre se voit comme le nez au milieu de la figure? C'est vrai que dans ces deux romans, les auteurs en fait donnent à voir l'intériorité des deux personnages. Cependant, il y a d'autres personnages qui les entourent. Il y a tout un entourage qui est là, avec lequel ils entrent en interaction. Qu'en est-il de ces personnages ? Alors, dans Hors-champ de Sylvie Germain, l'entourage, c'est d'abord la famille, les collègues de travail, et il semble d'abord indifférent. Indifférent à ce qui arrive à Aurélien, comme s'il ne s'en rendait pas compte, comme s'il n'existait pas, ou plutôt même comme s'il n'avait jamais existé. Et pourtant, ils éprouvent tous une espèce de tristesse diffuse quand il les approche. Et ils expriment un sentiment de perte. Alors ils ne savent pas d'où vient ce sentiment. Ils s'en étonnent aussi. Ils ont l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Le plus perspicace, finalement, dans l'entourage, c'est le frère. C'est Joël, muré dans le silence infirme, dont on ne sait pas ce qu'il comprend, mais qui va continuer à être présent ou à rendre présent Aurélien plus longtemps que les autres. C'est ce frère qui, au dernier moment, va l'appeler avec souffrance, comme s'il avait conscience, lui, seul, de cette disparition. Et si on sort du cadre des proches, des amis, eh bien c'est finalement l'humanité tout entière. Et Aurélien, dans cette expérience de la dissolution, cette expérience douloureuse de son effacement, de sa disparition, contre laquelle il n'arrive pas à lutter, va développer une espèce d'empathie, d'amour universel pour le genre humain. Il y a une anecdote particulièrement frappante. Il vise un wagon de train, il essaie de trouver un wagon qui est moins occupé que les autres, puisqu'il sait qu'on ne le verra pas, qu'on risque de le bousculer, donc il voudrait s'asseoir, et il s'aperçoit que dans le wagon qui est presque vide, eh bien, il y a un vieil homme installé qui dégage une odeur nauséabonde, dont tout le monde se détourne, ce qui explique les places vacantes. Et Aurélien va dans un mouvement, vraiment dans un geste d'amour, s'asseoir à côté de lui, s'asseoir fraternellement, sans rien dire, près de ce qui, comme il le dit, fut un homme et le reste encore.
Et à ce moment-là, donc Sylvie Germain écrit « Aurélien soutient ce regard qui le brûle, l'incise, comme il supporte l'infection. C'est sa façon de lui dire qu'ils sont là, tous les deux, si proches malgré tout, dans l'immensité de leurs différences. » Et donc cette expérience de disparition, cette expérience d'inexistence va le rendre disponible finalement pour l'humanité et développer en lui un sentiment d'amour. Alors, pour le personnage d'Emmanuel Carrère dans La Moustache, en fait, il y a d'abord sa femme, qui est sa première, on va dire, interlocutrice. C'est celle, c'est le personnage qui devait amener cette réaction après la disparition de la moustache, mais qui ne l'amène pas. Donc le personnage finit par transposer presque sa déroute psychiatrique sur sa femme. Et c'est à partir de là que les choses deviennent déraisonnables. C'est-à-dire que la réaction, en tout cas, ou la non-réaction des personnages autour du protagoniste est essentielle dans la construction du roman. C'est vrai que seule l'intériorité du protagoniste nous est accessible. Quant au point de vue des autres personnages, on ne sait pas trop s'ils compatissent, s'ils s'inquiètent, et leur intériorité, en tout cas si elle existe, n'est là que pour enfoncer encore le protagoniste dans sa folie, dans son obsession, à ajouter une dose d'incertitude et de brouillard au fur et à mesure que le personnage fait croire, parce qu'il y a des moments où le personnage fait croire qu'il est décidé à se défaire de son obsession. Mais dans ce que disent les personnages autour de lui, il y a toujours un mot, il y a toujours un geste qui va, on va dire, relancer le doute et qui va engager par la suite le personnage sur ce chemin du délire. Donc voilà pour ce qui est du rôle des autres personnages. Il y a même une scène où le protagoniste est dans la rue, il montre à une passante une pièce d'identité et il interroge si sur la photo il avait une moustache, et la passante répond positivement, elle dit oui. Et à ce moment-là, le lecteur est vraiment dérouté, le lecteur est vraiment étonné, mais ce n'est que plus tard qu'on apprend que cette moustache n'est autre que le résultat d'une sorte de dessin. Hein. Ce sont des points qui ont été pratiqués par le personnage avec un stylo noir. Voilà, donc les autres personnages sont là simplement que pour rendre encore plus grave le délire du personnage. Alors Mohamed, puisqu'il faut conclure, est-ce qu'on pourrait terminer peut-être par un petit mot sur le style de Carrère et de Sylvie Germain ? Alors moi je trouve que dans ce roman d'Emmanuel Carrère, toute l'attention du récit tient à ce doute qui envahit petit à petit le personnage. Devant l'indifférence de son entourage, il croit d'abord à une blague, puis le doute s'amplifie, le personnage se transforme en détective pour désamorcer une conspiration orchestrée par la femme et dont il est victime. En fait, tout le style de l'écrivain ici consiste à relancer le doute du personnage et à relancer l'intrigue à partir de ce doute jusqu'à la fin. Cette incompréhension du protagoniste le conduit à... Enfin, je ne vais pas vous le dire. Il faut pour le savoir ouvrir le roman et aller jusqu'au bout. Ce qui me frappe chez Sylvie Germain, qui est une volontiers érudite, c'est le jeu littéraire et le jeu des références qui viennent enrichir la réflexion proposée.
On expliquait au début que le roman était structuré comme une espèce de genèse, c'est une décréation en 7 jours. Donc il y a bien sûr cette allusion biblique qui se double d'une autre allusion, cette fois au déluge, sous la forme d'un dégât des eaux excessif, mais qui fait presque disparaître l'appartement du personnage. Mais un autre arrière-plan littéraire très, très présent, c'est Kafka. Le livre s'ouvre un petit peu comme la métamorphose. Notre personnage sur le dos, dans son lit, avec l'impression d'être un animal bizarre, quelque chose sur le ventre, qui est en fait juste la boîte à diapositives avec laquelle il s'est endormi. Donc beaucoup de jeux avec humour, mais qui, en même temps, permettent d'explorer les thèmes du roman. Un dernier mot peut-être, parce que j'aimerais finir une fois de plus sur cette figure du frère infirme, frère qui avait écrit un journal de lecteur avant son accident, journal de lecteur qui fascine notre Aurélien, et dans lequel Joël écrit « Je suis un personnage inconnu, inachevé, en évolution, ou plutôt en altération constante, métamorphose, anamorphose, paramorphose, tératomorphose, agiomorphose, patamorphose, un arlequin en expansion et vibration continue, un transmutant incognito, un simple lecteur ». Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas voir dans notre Aurélien une espèce de métaphore également du lecteur et de la lecture, de ce passager dans la vie des autres, ce personnage composite qui arpente la vie, les livres et son environnement, comme un lecteur dans un livre. Voilà, on arrive à la fin de notre premier numéro de cette chronique littéraire Par ici la vraie vie. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt avec 2 titres, L'amour, la fantasia d'Assia Djabbar et Attaquer la terre et le soleil de Mathieu Bellesi. Merci et à très bientôt.